Merci, Madame la Présidente. Je peux m'exprimer en français? Je ne vois pas de réaction violente autour de la table. Donc, je remercie la présidente de l'ADAN d'accueillir la présidente de l'AMF. Je dois dire que nous sommes dans un univers qui change à bien des égards et notamment, je pense qu'il y a quelques années, à l'époque où le grand-père de notre animateur présidait la COB, on n'aurait pas imaginé qu'une présidente de l'ADAN, d'ailleurs l'ADAN était très loin de pouvoir exister, et même Jules Verne, je pense, n'avait pas imaginé ce qui allait se passer, et accueille une présidente de l'AMF. Et donc, dans un monde d'innovation et de modernité, j'y vois un signe supplémentaire. J'espère d'ailleurs, je me permets une petite note personnelle au passage, que la présidente de l'ADAN n'est pas la seule représentante du genre féminin dans le monde des cryptos. Voilà. Et en tout cas, si ça devait être le cas, je vous demande à tous d'y réfléchir et de faire quelques efforts. C'est dit. Plus sérieusement, donc effectivement, comme vous l'avez évoqué, Robert Ophèle s'exprimait il y a un an dans ce cénacle et avait, dans son positionnement de régulateur, évoqué effectivement le fait que le temps de l'agrément était venu. Alors, je dirais que Robert Ophèle n'était pas Jules Verne, mais il avait quand même un petit sens de l'anticipation, puisque, effectivement, comme cela vient d'être indiqué par la présidente de l'ADAN, le collège de l'AMF a cette semaine, en tout début de semaine, mardi, jour rituel de nos réunions, approuvé l'agrément, le premier agrément d'un acteur crypto en France. J'y reviendrai parce que je pense que, au-delà de la coïncidence de date et de tout ce qui existe derrière, et je le dis au passage, de travail pour les équipes de l'AMF, parce que un enregistrement, ça n'est pas simple à gérer. Un agrément, c'est des mois et des mois de travail. Et c'est en lien d'ailleurs, je le dis au passage, avec nos collègues de l'ACPR. Vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques minutes Nathalie Auffauvre dans la table ronde sur la régulation européenne. Ce sont des travaux très approfondis. Et donc, je dois souligner au passage, en tant que nouvelle présidente de l'AMF, d'abord l'admiration que j'ai pour les équipes de l'AMF, dans ce domaine, comme dans d'autres domaines importants pour nous, et je vais évoquer rapidement nos grandes orientations stratégiques qui sont toutes fraîches, qui viennent d'être rendues publiques, nous avons des équipes exceptionnelles, à la fois par leurs compétences et par leur motivation, et qui sont donc pour le monde de l'innovation financière et pour le monde des cryptos, je pense, des interlocuteurs d'une très grande qualité. Et donc, je voulais leur rendre cet hommage public avant toute autre chose, parce qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils font effectivement des miracles pour répondre aux objectifs d'accompagnement des acteurs et de compréhension de l'écosystème et de son évolution. C'est pour ce qui me concerne la première fois que je m'adresse directement à vous depuis ma prise de fonction, donc qui remonte à la fin du mois d'octobre dernier, et ce sera l'occasion pour moi de dresser un premier bilan de ces dernières années en termes d'innovation financière autour de l'univers de la blockchain et des cryptos, mais aussi d'accompagnement des fintechs par l'AMF, d'évoquer les développements propres à l'écosystème des cryptoactifs, mais aussi d'évoquer les enjeux de la période à venir, car je crois que alors, je vais faire attention à ce que je vais dire pour dans un an, parce que mon mandat est de 5 ans, donc je ne pourrai pas, comme Robert Ophèle, passer le flambeau à un ou une successeur qui devrait rendre compte de ce qui s'est passé depuis un an. Donc il faut que je fixe des perspectives réalistes et sérieuses, mais je pense que c'est la caractéristique de l'AMF. Comme vous le savez, et je l'ai évoqué en rendant un hommage aux équipes de l'AMF, dont certaines sont présentes aujourd'hui, l'AMF est très engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement des fintechs et de l'innovation dans le secteur financier. Notre précédent plan stratégique s'est achevé l'année dernière. Il était nourri par l'éclosion d'innovations technologiques majeures et porté par l'optimisme de technologies qui était alors
très récentes ou inédites et par des acteurs nouveaux. L'AMF a pleinement pris en compte dans l'élaboration de son nouveau plan stratégique à la fois les opportunités de ces innovations, celles qu'elles peuvent présenter pour l'industrie financière, mais aussi pour les investisseurs et pour les épargnants, comme pour la place de Paris et son attractivité. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un lieu qui amène à s'interroger sur ces sujets, mais également, et c'est notre rôle de régulateur, je ne vous surprendrai pas, les risques qu'elles peuvent comporter. Nous l'avons fait, je tiens à le souligner, sans a priori, considérant qu'il fallait accompagner l'essor d'un écosystème naissant et diversifié. Donc les orientations stratégiques que nous avons publiées dernièrement et auxquelles nous avons donné le nom d'Impact 2027, soulignant notre objectif d'être un régulateur à impact, elles vont ouvrir une nouvelle phase, mais qui est aussi dans la continuité de la précédente. Elles nous ont permis de réaffirmer notre positionnement de régulateur ouvert à l'innovation. C'est une des affirmations fortes qui figurent dans nos orientations stratégiques, mais aussi d'intégrer le contexte nouveau dans lequel nous nous trouvons et sur lequel je reviendrai brièvement. Nous avons retenu 6 grandes orientations stratégiques. Toutes ne vous concernent pas directement, mais néanmoins, comme elles forment un tout dans notre approche, il me semble important que, vis-à-vis de votre régulateur, vous les ayez totalement en tête. La première, c'est être un régulateur exigeant pour la première place financière européenne. Je parlais tout à l'heure de l'attractivité de la place de Paris. L'écosystème de l'innovation y joue un rôle important, que ce soit avec les nouveaux acteurs ou les acteurs existants. Et donc, c'est devenu la première place financière européenne par la capitalisation boursière, la première place financière de l'Union européenne de loin. Et c'est un élément de contexte important. Nous allons nous attacher à continuer à accompagner cette attractivité avec une conviction forte, c'est qu'il n'y a aucune antinomie, bien au contraire, entre la qualité et l'exigence de la régulation et le développement des acteurs et de la place. Notre deuxième objectif, c'est de mener une action internationale et notamment européenne forte. Cela vous concerne directement parce que aujourd'hui, comme vous le savez, j'y reviendrai, nous passons d'une réglementation nationale, nous nous mettons en situation de passer d'une réglementation nationale qui a été précurseur sur les cryptos à une réglementation européenne. Et il y a par ailleurs, j'y reviendrai même si c'est très brièvement, d'importants débats au niveau international, tant au niveau de notre organisation des régulateurs de marché international que du Conseil de stabilité financière qui peuvent concerner directement ou indirectement le monde de l'innovation et des cryptos. Notre première priorité thématique, sans surprise, c'est la protection des épargnants. C'est une mission éminente pour l'AMF et c'est notre première priorité thématique. La deuxième, c'est de promouvoir une finance plus durable. La troisième, qui vous intéresse peut-être plus directement, c'est d'accompagner l'innovation. Et enfin, nous avons complété ces orientations de fond par ce que nous appelons notre socle essentiel, qui a trait à la fois à notre organisation interne et à nos équipes que nous souhaitons accompagner. Et il s'agit pour nous d'être une autorité attractive et performante au service de l'intérêt général. Comme je l'ai dit, ces priorités forment un tout et je vais essayer d'expliquer en quoi elles ont un impact sur la façon dont nous allons interagir avec vous, avec l'univers des cryptos. Pour ce qui est de l'accompagnement de l'innovation, en tant que régulateur et en tant que régulateur résolument ouvert à l'innovation, nous sommes amenés à réaffirmer notre volonté d'offrir le meilleur environnement possible pour l'innovation, mais aussi de rechercher un équilibre entre cet objectif et les autres objectifs que nous avons de protection des épargnants et d'exigence de la régulation, dans lequel, comme je l'ai indiqué, nous voyons une opportunité pour les acteurs financiers et non pas un obstacle. S'agissant plus particulièrement des cryptos, la priorité de l'AMF est d'accompagner l'écosystème français
dans sa transition vers les nouvelles réglementations, notamment européennes, et j'y reviendrai, et aussi vers la prise en compte des nouvelles attentes vis-à-vis d'un secteur qui s'est beaucoup développé en France. On peut s'en féliciter. Je regardais en attendant le nombre non négligeable d'acteurs qui sont, je suppose, des sponsors de cet événement ou qui participent, mais qui s'est aussi développé à l'international. Alors, quelques éléments plus précis sur 3 points. Tout d'abord, ce que nous pensons à l'AMF sur l'accompagnement de la technologie blockchain, qui constitue pour nous une priorité pour permettre le développement d'un écosystème de l'innovation financière au bénéfice des investisseurs. Tout d'abord, concernant les titres financiers traditionnels, qui sont un petit peu le cœur de métier historique de l'AMF, ils étaient évidemment couverts par plusieurs réglementations européennes et il fallait donc une évolution de ces règles pour permettre des expérimentations sur la blockchain. Notre ambition était dès l'origine la mise en place d'un régime dérogatoire sur un périmètre significatif mais limité et c'est ce qui a été obtenu avec l'entrée en vigueur en mars 2023 du régime pilote que vous connaissez et qui va permettre effectivement, au travers d'un certain nombre de dérogations aux règles traditionnelles, d'amener de l'innovation dans ce marché, y compris dans des chaînes de valeur qui sont, pour certaines, très anciennes et très établies. Je le dis au passage, dans cette perspective, la capacité des banques centrales de proposer une monnaie numérique de banque centrale aux acteurs de marché pourrait être un pas sans doute décisif. Et je salue à cette occasion les propos du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a indiqué le 5 juillet dernier que la Banque de France était prête à apporter à intervenir, ou en tout cas dans ce nouveau régime, en offrant la monnaie numérique de banque centrale comme actif de règlement. L'AMF, en étroite collaboration avec la CPR, s'est également mise en ordre de bataille pour accueillir en France et accompagner les porteurs de projets vers ce régime pilote. Au-delà du régime pilote, il y a également le monde des cryptoactifs que nous appelons en France les actifs numériques. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est la loi Pacte qui a posé dès 2019 les bases d'un encadrement de ces activités. Le législateur français avait alors estimé qu'un régime franco-français, mis en place à un moment très précoce par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays ou d'autres juridictions, permettrait l'essor des activités sur cryptoactifs et ceci dans un cadre particulièrement souple. L'idée, je crois qu'on peut le rappeler, était de favoriser le développement des acteurs du monde de la crypto qui faisaient le choix de la régulation et qui donc venaient demander à l'AMF soit un enregistrement, soit un agrément. L'enregistrement, qui est le premier niveau, le niveau de base, est devenu obligatoire pour intervenir auprès d'une clientèle française. Mais il faut le dire, je crois que je ne dirai rien d'anormal ni de pas connu, c'est un régime qui est très minimaliste et qui, notamment par rapport à d'autres priorités de l'AMF comme la protection des épargnants, n'est pas au niveau de garantie que l'on peut trouver dans d'autres domaines. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un domaine d'innovation. Il faut effectivement laisser aux innovations la possibilité de se développer, mais cela veut dire qu'effectivement, il y a une deuxième étape, il y a un deuxième niveau, qui était d'ailleurs déjà prévu au niveau de la loi Pacte, celui de l'agrément, mais qui est resté optionnel, comme d'ailleurs le visa sur les ICO, qui est un visa optionnel de l'AMF. Cette approche a été un succès, puisque au jour où nous parlons, nous avons 88 PSAN qui sont enregistrés auprès de l'AMF. Cela montre, comme je le disais, à la fois l'implication des équipes de l'AMF, les efforts fournis ces dernières années, la force de l'interaction avec l'écosystème et notamment avec l'ADAN qui est une association avec laquelle nous avons un dialogue fourni et qui permet effectivement de disposer aujourd'hui d'un écosystème national dynamique et que l'on peut espérer bien placé pour prendre toute sa place dans les futures étapes à la fois réglementaires mais surtout économiques. Je redis au passage, parce que je crois que c'est important, que nous avons donc notre premier agrément depuis 2 jours.
Non, on est mercredi depuis un jour, pardon. Le temps passe vite. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que c'est le contexte dans lequel tout ceci se passe. En effet, par rapport à 2019, là non plus, ce que je dirais n'a rien de surprenant, le contexte a beaucoup évolué et il est donc important que nous passions à une phase de plus grande maturité dans la mise en œuvre de la réglementation, à la fois en France et en préparation de la réglementation européenne. Vous en avez été les premiers témoins. Le monde des cryptoactifs et sa perception ont connu des évolutions que l'on qualifiera de diverses en 2022. Après une phase de forte croissance est arrivée une période de doute, avec la période qualifiée d'hiver crypto, et les valorisations ont été fortement impactées. Nous avons eu aussi des défauts et nous avons eu aussi dans cette phase d'avancer vers la maturité des acteurs qui ont créé des situations particulièrement délicates. Je pense évidemment à l'affaire FTX. Évidemment, une mauvaise entreprise ne fait pas la totalité du secteur, et heureusement, je l'ai d'ailleurs dit publiquement à l'occasion de l'affaire FTX, mais néanmoins, effectivement, il faut voir que ça a forgé quand même dans le grand public, comme chez les régulateurs, une approche, dirons-nous, un petit peu plus forte que ce qui pouvait exister jusqu'à présent. Aujourd'hui encore, nous voyons se multiplier des contentieux, des interventions réglementaires parfois assez fortes dans plusieurs pays, y compris chez certains de nos homologues européens qui prennent des positions parfois très vocales sur les sujets crypto. Et donc, comme je l'indiquais, les débats européens et internationaux accélèrent sur ces sujets en vue d'une régulation plus homogène et plus forte dans l'ensemble des juridictions. Ce contexte qui a changé, je pense qu'il a changé aussi pour le monde de la crypto, puisque celui-ci est, c'est la phase positive de ce développement, maintenant un acteur plein et entier du monde financier, ce qui implique effectivement qu'il continue, et en France nous avons pris de l'avance, donc je n'ai pas de doute sur ce sujet, mais qu'il continue à démontrer sa capacité à respecter la réglementation, mais aussi à intégrer un certain nombre de contraintes que j'appellerais, ou de contexte, d'éléments de contexte en matière d'utilité économique et sociale, qui sont celles que j'ai évoquées brièvement au travers de la description de notre plan stratégique. Je relèverai, puisque j'avais évoqué l'idée d'un bilan, 4 points particuliers à ce sujet. Tout d'abord, quelle est la contribution directe de l'écosystème crypto à l'économie et à la création d'emplois ? L'industrie crypto française reste évidemment une industrie modeste, on n'est pas dans des énormes bataillons, mais enfin néanmoins je crois qu'on peut se féliciter qu'elle soit dynamique et aussi qu'elle ait créé sur le territoire français une vraie appétence pour les talents, une vraie demande pour les talents, et cette demande, effectivement, montre qu'il y a un potentiel de développement dont on peut espérer, de développement direct, dont on peut espérer, effectivement, qu'il va continuer à se matérialiser dans les années à venir. Deuxième point, la contribution de cet écosystème au financement de l'économie et des entreprises, qui est un rôle traditionnel pour le monde financier. Une petite déception, je dirais, de ce point de vue-là, c'est que nous nous attendions à l'AMF à voir une vague d'ICO. Nous n'en avons pas eu beaucoup. Alors, je parle des ICO sur lesquels nous donnons notre visa, qui est optionnel, bien entendu. Mais là aussi, en termes quantitatifs, nous n'avons à ce stade été amenés, non obtenu le visa de l'AMF, parce que c'est évidemment un visa qui est assez exigeant, que 4 offres au public de jetons. Et par ailleurs, il y a là aussi eu des problématiques bien connues du monde financier, mais qui se sont immiscées dans ce nouveau système, avec des arnaques qui nous ont amenés, par exemple, à lancer une alerte
pour avertir les investisseurs dans le cas d'Airnext. Donc effectivement, il y a un peu de crise de croissance, dirons-nous, et surtout, pour l'instant, un secteur qui est resté modeste, mais qui peut apporter sa contribution au financement de l'économie et des entreprises. Troisième élément clé pour tout acteur du secteur financier, la contribution à la protection des investisseurs. C'est un sujet qui est très important pour le monde de la crypto. Selon les sources, on considère qu'aujourd'hui, entre 8 et 10% des Français détiennent des cryptos. C'est loin d'être négligeable, c'est une preuve de succès, mais comme c'est loin d'être anecdotique, il est normal que, de plus en plus, les questions de protection des investisseurs se posent de manière de plus en plus concrète. Nous en avons d'ailleurs un signe qui n'est pas particulièrement inquiétant à l'AMF, mais qui montre la montée en puissance de ce type d'investissement, puisque, comme vous le savez, nous avons un dispositif qui permet de recueillir les plaintes des épargnants et que, parallèlement à la montée en puissance de la détention de crypto, nous voyons monter les plaintes des épargnants. Donc j'appelle l'attention là aussi sur le fait qu'il faut être vigilant parce que 8 à 10% des Français, ça n'est pas rien, et donc ça mérite une attention particulière. J'ai oublié de dire, que l'essentiel de ces plaintes portent sur des acteurs qui sont non enregistrés en France ou non agréés en France. Donc cela montre là aussi l'importance du choix de la régulation qui a été fait par l'écosystème crypto français, puisque en effet, on enregistre plus de plaintes, ce qui est normal vu le développement du secteur crypto d'une manière générale, mais que les acteurs enregistrés n'en représentent qu'une part très réduite. Quatrième élément de contexte important pour tout acteur financier, la contribution aux objectifs de financement de la transition vers une économie durable. C'est un des points essentiels de notre plan stratégique et assez naturellement, il s'agit d'un objectif majeur pour l'ensemble du monde économique et financier à un moment où les travaux qui ont été menés notamment par l'Institut de la finance durable montrent l'importance de dégager des financements très importants pour financer la transition. Là aussi, je pense qu'il est important de se poser la question de la manière dont l'univers fintech au sens large et l'univers des cryptos peut apporter sa contribution dans ce domaine-là et nous espérons à l'AMF que le potentiel des green fintech pourra se matérialiser et rentrer dans le bilan de l'année prochaine ou des années à venir sur effectivement la contribution à cet objectif majeur de financement de la transition vers une économie plus durable. Plus directement en lien avec le monde des cryptoactifs, celui-ci a également changé d'un point de vue réglementaire avec des approches parfois différentes qui ont été prises dans différentes juridictions, dans différents ensembles géographiques. Certains de nos pairs internationaux, comme notamment la SEC américaine, ont lancé des stratégies contentieuses de façon à pouvoir traiter stratégies contentieuses dont les succès ne sont pas totalement évidents, mais qui visent à traiter les cryptos ou au maximum comme des actifs financiers traditionnels. C'est un choix très différent de celui qui a été fait en Europe. En effet, comme vous le savez, très en amont, l'Europe a fait un choix que nous soutenons depuis plusieurs années et qui a d'ailleurs été fait de manière précurseur en France, consistant à avoir une réglementation spécifique pour les cryptos. Bien sûr, ce n'est pas une réglementation qui est totalement issue de nulle part et elle s'inspire notamment sur la partie agrément d'un certain nombre de dispositions qui existent sur des actifs financiers. Mais néanmoins, il y a un règlement spécifique, MiCA, qui est maintenant, je dirais, l'enjeu majeur de notre point de vue en termes d'accompagnement de l'écosystème français pour la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Ce règlement MiCA est un texte à la fois ambitieux et très large qui permettra l'harmonisation des pratiques au sein de l'Union européenne, un marché des cryptoactifs mieux encadré avec des règles renforcées pour les acteurs y opérant, mais aussi plus sécurisant pour l'investisseur, plus transparent
et plus à même de former un marché pan-européen, puisque l'un des apports majeurs de MiCA, ce sera, le cas échéant, d'avoir des passeports qui permettront à des acteurs agréés dans un pays de l'Union européenne d'agir dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est pourquoi ce règlement va permettre au secteur de passer à la vitesse supérieure en termes d'exigences réglementaires. Et comme je l'ai indiqué, on peut espérer que les acteurs français, préparés par des réglementations nationales, sont préparés à cette étape fondamentale. Je mentionne au passage, vous le savez, que sans attendre les textes européens, le Parlement français a adopté un régime d'enregistrement dit renforcé à l'occasion de la transposition de divers textes européens le 9 mars dernier, qui a montré très clairement la volonté du législateur de renforcer le régime réglementaire français et d'accompagner progressivement l'écosystème vers un niveau de régulation plus proche de l'agrément. Il est ainsi prévu une extinction de l'enregistrement simple et la mise en place d'un enregistrement renforcé qui constitue une marche significative vers l'agrément de type MiCA, avec une période transitoire de 18 mois supplémentaires, je crois que c'est important de le rappeler, pour les acteurs qui sont déjà autorisés à exercer sur le territoire national. Je le répète, le passage à un cadre renforcé est une condition de la mise en place et, dans un certain cas, du retour de la confiance dans l'écosystème crypto, et il ne faut donc pas avoir peur de la réglementation et des exigences supplémentaires qui sont posées. Je pense aussi qu'il sera utile pour les acteurs qui seront dans le cadre MiCA de pouvoir effectivement bénéficier d'un passeport européen sans devoir s'enregistrer ou s'agréer dans différents pays, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des réglementations qui ne sont pas harmonisées. Ces priorités n'épuisent pas les défis réglementaires et de supervision auxquels nous sommes confrontés. Comme on le sait, le monde des cryptoactifs est un monde qui ne connaît pas de frontières. Il est par nature, pour certains acteurs, transnational, et cette composante doit être au cœur des nouvelles initiatives réglementaires. Comme je l'indiquais, des réflexions sont en cours au niveau international qui visent notamment à renforcer la coopération entre superviseurs, mais aussi à examiner les besoins spécifiques de régulation dont peuvent faire l'objet certains acteurs par nature globaux et transnationaux. Quelques éléments d'actualité de ce point de vue-là. D'abord, évidemment, nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues étrangers sur ces sujets, notamment au sein de l'Organisation internationale des marchés, IOSCO, qui a rendu public il y a quelques semaines des principes pour une réglementation homogène des cryptoactifs dans l'ensemble du monde. Et donc, on peut espérer effectivement que ce soit une bonne base pour permettre une approche plus harmonisée. Par ailleurs, le Conseil de stabilité financière, auquel nous contribuons, aux côtés évidemment de la Banque de France et de la CPR, se penche sur la question particulière que l'on pourrait appeler des conglomérats crypto ou acteurs globaux intégrés qui délivrent une activité globale regroupant des services qui sont normalement ségrégés dans un univers de finances plus traditionnel. Il a été constaté que ces conglomérats crypto nécessitaient probablement une approche réglementaire particulière, car ils engendrent des problématiques inédites pour les régulateurs, puisque nous sommes des régulateurs nationaux ou par ensemble géographique, et face à des acteurs qui sont, eux, dans une activité globale. Le règlement MiCA fournit d'ores et déjà un certain nombre d'outils pour traiter les risques particuliers qui s'y attachent. Je ne les détaillerai pas aujourd'hui. Et nous avons l'intention évidemment de les mettre en œuvre, mais à terme, la question d'une évolution de la réglementation sera sûrement nécessaire pour mieux les appréhender et encadrer ces risques spécifiques. C'est ce qui peut d'ores et déjà être évoqué derrière le terme de MiCA 2, si on raisonne au niveau européen, mais qui fera sans aucun doute l'objet de propositions du Conseil de stabilité financière
au G20 sur ce sujet. J'ai oublié de parler, pardon, ce n'est pas le dernier des lieux dans lequel nous travaillons sur la réglementation, la coordination avec nos partenaires européens au sein de l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, qui est sans doute aussi un interlocuteur important pour vous. Et évidemment, nous sommes en pleine phase de coordination sur la mise en œuvre du règlement européen MiCA, puisque à partir du moment où il y aura un passeport, nous nous trouvons confrontés aux mêmes problématiques que ce que nous pouvons rencontrer dans tout un tas d'autres domaines, c'est-à-dire de favoriser la convergence des pratiques de supervision de façon à avoir une véritable homogénéité au sein de l'Union européenne au titre du passeport. Au niveau national, bien entendu, nous avons une coopération particulièrement étroite et, je crois, fructueuse avec nos collègues de l'ACPR, puisque, comme vous le savez, sur la mise en œuvre de la réglementation relative aux cryptos, nous travaillons de façon très imbriquée avec une répartition des rôles que vous connaissez. Ces réflexions internationales, comme je le disais, amèneront peut-être à de nouvelles évolutions réglementaires. Et nous aurons peut-être l'occasion, du coup, d'en reparler l'année prochaine ou un peu plus tard, nous le verrons. Ce qui est important pour nous, au niveau de l'AMF, c'est que nous puissions continuer pour porter la voix de la France de manière efficace, utile et adaptée à bien comprendre l'activité des acteurs, à bien comprendre les opportunités qui s'attachent au développement de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs, de nouveaux services. Évidemment, d'un point de vue de régulation, d'en comprendre aussi les risques, mais de façon à ce que nous puissions promouvoir au niveau européen comme au niveau international une régulation agile et ouverte, évidemment exigeante, sinon la crédibilité de l'ensemble du système en pâtirait, mais qui permette, et je le redis, de continuer dans la voie que nous nous sommes fixés et que nous réaffirmons, d'être un régulateur désireux de comprendre et d'accompagner l'innovation. Il est donc important que ces occasions de dialogue se poursuivent pour que nous puissions, dans nos activités européennes et internationales, comme je l'indiquais, être, je dirais, en situation de bien comprendre les implications de telle ou telle évolution réglementaire sur l'écosystème. Et donc, je pense que les liens que nous avons noués au cours de ces dernières années, avec l'ADAN, mais aussi avec certains acteurs directement, nous permettront effectivement de porter et de maintenir une voie qui est assez avancée, je pense pouvoir le dire, au niveau international, dans les débats réglementaires, sur l'univers des cryptos, et qui se fonde effectivement sur une bonne compréhension des objectifs de l'écosystème, chacun étant évidemment dans son rôle. Nous avons un rôle de régulateur, l'écosystème porte ses propres objectifs, mais je forme le vœu qu'effectivement nous puissions continuer un dialogue approfondi qui nous permettent de bien comprendre les enjeux et de prendre nos décisions en pleine connaissance de cause. Avec cela, je vous remercie. Je pense que la question de la régulation européenne et internationale va être abordée dans la table ronde qui va suivre dans quelques minutes. Et j'espère que les quelques éléments que j'ai évoqués, peut-être un peu longuement, mais peut-être aussi un peu brièvement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, seront éclairés par cette table ronde. Merci beaucoup. Et je vous souhaite des travaux intéressants et utiles au cours de cet après-midi.